En 1916, un petit coin de France est devenu l'épicentre du monde. Un nom qui, même un siècle plus tard, résonne comme le synonyme de l'horreur absolue de la guerre. Ce nom, c'est Verdun. Regardez bien ce chiffre. 6. Ça peut sembler peu, mais c'est le nombre moyen d'obus qui sont tombés sur chaque mètre carré du champ de bataille. Imaginez un peu, 6 bombes qui explosent dans l'espace où l'on se trouve. Voilà le décor. Un enfer industriel qui a duré près d'1 an. 10 mois. Pendant près de 300 jours et 300 nuits, les armées françaises et allemandes se sont littéralement anéanties sur un front minuscule. Le bilan, il est juste effroyable. Plus de 700 000 hommes, morts, blessés, disparus. C'est comme si on rayait de la carte une ville comme Lyon ou Marseille. Alors, pour comprendre comment on en est arrivé à une telle tragédie, voilà notre parcours. On va d'abord décortiquer le plan allemand, l'opération Jugement. Puis, on verra le déferlement de violence de février. Ensuite, la riposte française, avec l'arrivée de Pétain et le miracle de la voie sacrée. On plongera au cœur de l'enfer des tranchées avant de voir comment la bataille a tourné. Et on terminera sur l'héritage de Verdun aujourd'hui. Début 1916, la guerre est dans une impasse totale. Le front ouest est figé, c'est la guerre des tranchées. Le chef de l'état-major allemand, le général Falkenhayn, il cherche une issue, une nouvelle stratégie pour enfin faire plier la France. Et l'idée de Falkenhayn, elle est aussi simple que terrifiante. Fini les grandes percées qui ne mènent à rien. Il opte pour ce qu'on appelle la guerre d'usure. L'objectif, ce n'est plus de gagner du terrain, non. L'objectif, c'est de tuer. Tuer plus de soldats ennemis qu'on en perd, jusqu'à ce que l'adversaire n'ait tout simplement plus personne à envoyer se battre. Ces mots, ce sont ceux de Falkenhayn lui-même. Ça résume parfaitement son plan, qu'il a baptisé Opération Gericht, c'est-à-dire jugement. Il choisit Verdun parce que c'est un symbole, une forteresse historique, une fierté nationale. Il le sait, les Français défendront Verdun jusqu'à leur dernier souffle. Et c'est exactement ça qu'il veut. Les attirer dans un piège, un hachoir à viande. On a donc là un véritable choc de stratégie. D'un côté, le plan allemand à Verdun, une logique froide, cynique, visait un ratio de perte de 2 Français pour 1 Allemand, et de l'autre, le plan des Alliés, beaucoup plus classique, une offensive massive sur la Somme pour enfin percer le front. En 1916, ces deux visions de la guerre vont entrer en collision. Allez, passons à l'action. Le 21 février 1916, les Allemands déclenchent leur plan. Et ce qui va s'abattre ce jour-là sur les lignes françaises, eh bien ça dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer à l'époque. Pendant 9 heures d'affilée, plus de 1200 canons allemands crachent 1 million d'obus. Un déluge de feu, le fameux Trommelfeuer. Le bruit est entendu à 150 km à la ronde. Les forêts sont pulvérisées, le paysage devient lunaire. Quand l'infanterie allemande avance sans fin, elle s'attend à ne trouver personne. Mais il y a des poches de résistance, comme celle du lieutenant-colonel Drian. Malgré tout, la pression est immense. Et le 25 février, c'est le choc. Le fort de Douaumont, le pilier de la défense, est pris par une simple patrouille, sans tirer un coup de feu. Pour le moral français, c'est une catastrophe. Face à cet effondrement qui semble imminent, il faut réagir et très vite. C'est là qu'un homme et une simple route vont changer le cours de la bataille. Le commandement est confié au général Philippe Pétain. Pétain, il arrive avec une nouvelle approche. Il a compris une chose essentielle, c'est l'artillerie qui tue. Il faut donc économiser la vie des hommes, il réorganise tout, il réarme les forts et surtout, il met en place ce qu'on va appeler le tourniquet. C'est un système de rotation. Aucune division ne reste trop longtemps dans l'enfer du front. Ça permet de préserver un minimum le moral et ça fait de Verdun la bataille de toute l'armée française. Près de 70% des divisions françaises y combattront. Mais pour faire tourner toutes les troupes, il faut pouvoir les acheminer, les ravitailler. Le problème, c'est que la voie ferrée principale est aux mains des Allemands. Il ne reste qu'une seule route, une petite route départementale, une seule. Et cette petite route va devenir l'artère vitale de la bataille. Pour ça, on mobilise une flotte incroyable de 6000 camions. Jour et nuit, sans s'arrêter, ils vont former une chaîne logistique absolument sans précédent dans l'histoire. Et le résultat, il est juste spectaculaire. Chaque semaine, cette route voit passer 90 000 hommes et 50 000 tonnes de matériel. C'est un fleuve ininterrompu d'acier et de vie qui monte vers le front. Un camion toutes les 15 secondes. Cette cadence folle, c'est ce qui a valu à cette route son nom légendaire, la voie sacrée. Et il faut bien le dire, c'est cette organisation logistique, tout autant que le courage des poilus, qui a permis à la défense de tenir. Bon, la stratégie, la logistique, c'est une chose. Mais sur le terrain, pour le soldat, qu'il soit français ou allemand, Verdun, c'est tout autre chose. C'est une descente aux enfers, un cauchemar de boue, de feu, de sang et d'acier. Les chiffres, ils sont vertigineux.
Près de 380 000 victimes côté français, 340 000 côté allemand. Le plan de Falkenhayn, avec son ratio de 2 contre 1, a complètement échoué. Verdun est un bain de sang quasi symétrique, une boucherie pour les deux camps. Et ce qui est terrible, c'est la façon dont on mourait à Verdun. Regardez, 80% des victimes le sont à cause de l'artillerie. Ce n'était plus un combat d'homme à homme, les soldats étaient des cibles. La mort était industrielle, anonyme, elle tombait du ciel et broyait les corps et les esprits dans un vacarme de fin du monde. Ces mots sont ceux d'un médecin, Georges Duhamel, qui a opéré jour et nuit au plus près du front. C'est le cri d'un homme qui a vu l'horreur à l'état pur. Ça témoigne d'un traumatisme si profond qu'il est impossible à oublier ou à embellir. C'est le cri de toute une génération sacrifiée sur l'autel de Verdun. Après des mois et des mois à subir, à défendre chaque mètre de terrain, l'initiative finit par changer de camp. L'armée française, maintenant sous l'impulsion de généraux comme Nivelle et Mangin, ne se contente plus de résister. Elle prépare la contre-attaque. Le vrai tournant, il a lieu le 1er juillet, c'est le début de la bataille de la Somme. Les Allemands sont oubliés de retirer des troupes et des canons de Verdun pour aller sur ce nouveau front. D'un coup, la pression se relâche. Et les Français en profitent. En octobre, après une préparation d'artillerie monstrueuse, ils reprennent le fort de Douaumont. Le symbole est immense. Puis, c'est au tour du fort de Vaux d'être libéré. Finalement, en décembre, la bataille s'achève. Le front est revenu à son point de départ. 10 mois de combat, 700 000 victimes, pour rien. La bataille est finie, mais c'est là que la mémoire de Verdun commence à se construire. Ça va devenir bien plus qu'une simple bataille, un mythe, un lieu sacré pour la nation, et bien plus tard, un symbole de paix. Cette photo, elle a fait le tour du monde. En 1984, sur cette terre où leurs pères et leurs grands-pères se sont entretués, le président Mitterrand et le chancelier Kohl se prennent la main. Un geste simple devant l'ossuaire qui contient les restes de 130 000 soldats inconnus, français et allemands mêlés. Ce jour-là, Verdun, lieu de la haine absolue, est devenu le symbole de la réconciliation. Alors, au final, que faut-il retenir de Verdun ? Est-ce que c'est le symbole ultime de l'absurdité de la guerre, d'une boucherie sans nom pour un résultat militaire nul ? Ou est-ce que, de cette horreur sans fond, a pu naître une leçon ? La conscience que la paix entre les peuples d'Europe était la seule chose qui comptait ? La question reste ouverte.